Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette deuxième capsule du Cérium en cette période de pandémie. Oui, des capsules au cours desquelles on essaie de comprendre, d'analyser les mouvements importants, les mouvements profonds qui se produisent en ce moment en raison de la dite crise. Alors aujourd'hui, on analyse, on essaie de comprendre la rivalité, cette relation entre les deux grandes puissances, deux principales puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, avec nos deux chargés de recherche sur l'Asie et sur les États-Unis. Donc, dans le coin supérieur gauche de votre écran, Adrien Savol, notre spécialiste de l'Asie. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Fournier, notre spécialiste des Amériques et plus spécifiquement des États-Unis. Bonjour, Philippe. Bonjour. Donc, une rivalité qui était déjà existante, mais qui prend des formes ou qui prend des allures particulières et qui évolue rapidement aussi, on doit le dire. Première question à Adrien sur la Chine. On voit clairement en ce moment que la Chine essaie de devenir ou de se poser en leader de la coopération internationale. Hein, la pandémie semble être, ou du moins la Chine affirme qu'elle commence à être derrière elle, cette épidémie, cette pandémie, et achemine énormément de matériel médical à travers le monde. Qu'essaie de faire la Chine à travers ça? Est-ce que vraiment dire que c'est un leader de la coopération internationale, est-ce que c'est exagéré ou est-ce qu'il y a vraiment une posture qui est en train de se dessiner comme ça pour elle? Alors dire que c'est un leader, ce serait exagérer, momentanément. Par contre, elle essaye vraiment de se positionner comme le leader et elle met en place une politique en fait, vraiment elle veut profiter de l'absence des États-Unis sur la question. Sur la pandémie à l'interne, en fait, c'est pas tout à fait fini, hein. Ils n'ont pas tout réouvert et peut y avoir d'autres éclosions. Ils ont Non, bien fermé sûr. leurs frontières le lendemain du G20. Après effectivement, au niveau de l'international, ils disent qu'ils ont aidé 89 pays à l'heure actuelle. D'abord parler de la route des soins sanitaires, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment choisi d'axer sur les pays dans lesquels ils étaient déjà investis. Et puis là, depuis ce qui s'est passé avec le président serbe et la Serbie, on parle maintenant de la diplomatie du masque, c'est-à-dire que finalement, ils profitent de cette aide pour. Ils n'attendent pas juste des remerciements, ils veulent vraiment qu'on leur donne la place et ils montrent que les organisations en place comme l'Union européenne ou les États-Unis ne remplissent pas ce rôle-là. Donc quelque part, ils remplissent l'espace et ils attendent plus que des remerciements. Ils attendent vraiment qu'on leur donne la position de leader à la fin de la crise. Mais ce qu'ils attendent, c'est d'être considérés, pour le coup, par les États-Unis, mais également par l'ONU, enfin tout ce qu'ils essayent de changer depuis une dizaine d'années avec les BRICS. Ils attendent d'être considérés vraiment et qu'on prenne leurs revendications en compte dans le système international. Vraiment, ils s'appuient sur la crise pour ça. Maintenant, ils ont joué jusque-là une très très bonne stratégie, mais il commence à y avoir quelques ratés. Il y a eu donc des masques moisis à La Réunion, il y a eu des tests qui ne fonctionnaient pas en Espagne. Il y a de plus en plus de pays occidentaux qui disent que les données qu'ils ont sur le virus ont été faussées quelque part, qu'il y a eu de la rétention d'informations sur les chiffres. Donc, est-ce que sur le long terme, ils vont y réussir? Je ne sais pas. Mais c'est clairement ce qu'ils mettent en place et ça se voit sur les médias sociaux. Tous les diplomates chinois à l'heure actuelle ne parlent que de ça dès qu'ils prennent la parole, comme quoi la Chine est en train d'aider le monde. Donc, c'est une politique réfléchie. Est-ce qu'elle marchera? Ça, faudra attendre pour le savoir. Mais c'est clairement une intention. La Chine, entre autres, a envoyé plusieurs, et va continuer à le faire, plusieurs cargaisons de masques aux États-Unis. Après, ce qui peut paraître étonnant au premier abord, puisqu'on a vu au départ cette rivalité-là devenir assez intense avec Donald Trump qui parlait du virus chinois, par exemple, un terme qui est beaucoup moins revenu récemment. Donc, on sent qu'il y a une espèce de rétablissement, si on veut, de la collaboration entre les deux pays. Mais avant de parler de la situation vraiment actuelle, juste pour comprendre, on sait que Trump s'en prend aux États-Unis, à la Chine et prend cette rivalité-là, la porte à un niveau supérieur depuis son élection avec la guerre commerciale et autres. Mais comment on pourrait dire, au départ, la posture des États-Unis de Trump vis-à-vis la Chine? Est-ce que c'est une rivalité profonde ou est-ce qu'elle se situait essentiellement d'un point de vue commercial? Ouais, c'est une rivalité qui dure depuis plus longtemps, hein. C'est la position américaine depuis les années 90, au moment sensiblement de l'émergence économique, surtout de la Chine.
c'est une position qui est associée à une certaine méfiance, qui n'est pas axée nécessairement sur le partage d'informations, la collaboration. Oui, il y a une intégration des chaînes de production, mais en même temps, on tend à créer une certaine distance avec la Chine parce qu'on craint justement que, surtout dans certains secteurs comme la haute technologie, la Chine se développe plus rapidement, de manière plus efficace que les États-Unis et que donc la Chine occupe une part du marché encore plus importante. Et ce qu'il faut voir, c'est que les États-Unis ont une présence militaire très importante dans la région qui ceinture la Chine. On a tendance à menacer la Chine assez régulièrement quand on voit que la Chine mène des exercices militaires importants en mer de Chine. Donc, ça ne fait rien pour réchauffer les relations entre les deux pays. Et la Chine a plutôt tendance à être soucieuse ou voire même paranoïaque par rapport aux intentions des Américains depuis déjà très longtemps. Ce que Trump fait, évidemment, souligne à gros traits les bases de cette relation-là. Et en fait, ce que Trump fait, c'est qu'il va accélérer, je crois, le découplage des deux économies, pousse les trouver de nouveaux marchés, à essayer justement de défaire des chaînes d'approvisionnement qui sont intimement ou étroitement liées avec celles des États-Unis. C'est sûr que ça va prendre énormément de temps avant que les Chinois réussissent à s'extraire de ces chaînes de production et d'approvisionnement, mais disons que c'est ça leur objectif. Surtout dans le cadre d'une agressivité renouvelée de la part de Donald Trump, qui pourrait d'ailleurs, lui ne le dit pas publiquement, là, que c'est un virus chinois parce qu'il a peut-être dû recevoir quelques appels téléphoniques d'officiels chinois, mais ses troupes, les républicains, continuent à propager ce narratif-là. Il y a quelques élus qui continuent de le faire et si ça a des bénéfices au niveau électoral, au niveau de la campagne électorale, il va continuer à le faire. Donc, l'hostilité va continuer à grimper. En même temps, Trump est aussi conscient que l'économie américaine est très dépendante de celle de la Chine. Ben voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Enfin, je vous pose la question à tous les deux. On pourrait développer là-dessus. Les deux économies sont effectivement très, très intriquées, très liées l'une à l'autre. Je crois que c'est 95% des antibiotiques aux États-Unis qui ont des ingrédients ou qui sont fabriqués en partie en Chine. Énormément de matériel médical qui est construit et fabriqué en Chine. Donc, même dans le cadre de la crise actuelle, il est à peu près impossible que les deux que le découplage s'opère rapidement. Les deux pays, les États-Unis en ce moment plus que d'autres, ont besoin de l'autre. Est-ce que donc, je pose la question aux deux, est-ce que cette collaboration-là, aussi dans la course au vaccin, dont on parle beaucoup évidemment, est-ce qu'on peut imaginer que la crise puisse créer des vecteurs de collaboration importants qui peuvent teinter cette relation-là et atténuer cette rivalité-là malgré tout? Moi, sur un point de vue économique, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de mal à se découpler, mais autant il y a le virus chinois chez les républicains aux États-Unis, autant les Chinois, en fait, exportent avec leur matériel des experts et donc une méthode chinoise qui est très difficilement réplicable dans des pays démocratiques. Mais ce que tente de montrer la Chine, à mon avis, c'est que justement, il faut confiner, ils ont eu les bonnes recettes. Quelque part, c'est presque une atteinte aux démocraties libérales. En gros, votre système ne peut pas marcher contre une pandémie. Vous voyez bien que, et quelque part, ils ont raison, hein. Enfin, il y a des arguments qui vont pour. Tout le monde traitait la Chine de dictature, ce qu'elle est, mais je veux dire, mettez le point dessus au début de la pandémie. À l'heure actuelle, on voit des drones à Paris, à Londres, on voit du confinement partout. Donc, et c'est vraiment cette stratégie-là. Donc moi, à mon avis, économiquement, ils sont pas découplables. Mais ce que veut la Chine, en fait, c'est montrer que son modèle vaut plus presque que la démocratie en cas de crise. Je suis assez d'accord là-dessus. Ça montre que le système politique américain est extrêmement décentralisé. L'État fédéral ne peut rien imposer aux États, ne peut pas leur imposer un confinement. Et par ailleurs, il y a plusieurs gouverneurs républicains qui sont encore sceptiques par rapport à l'ampleur de la menace. Donc, on ne dirait pas qu'on se dirige vers une plus grande collaboration entre la Chine et les États-Unis. Ce sont pourtant les deux pays les plus avancés dans plusieurs secteurs qui pourraient justement travailler ensemble
à innover, à trouver toute une série de remèdes à des problématiques globales comme les changements climatiques, les pandémies, etc. Il faut mentionner que, disons, par le passé, il y avait une collaboration un petit peu plus étroite entre la Chine et les États-Unis, justement sur le plan de la recherche médicale. L'administration Trump a sabré quand même de manière considérable dans ces programmes-là. On a rapatrié du personnel qui collaborait avec les scientifiques chinois, notamment sur des questions de santé, sur des questions de traitement viraux. Il y avait de la collaboration lors des épidémies précédentes, c'est-à-dire dans le cadre du SARS et du H1N1. Ici, on n'a pas vraiment ça. Et pourtant, sachant que c'est une problématique globale, s'il en fut, il ne semble pas y avoir une collaboration plus étroite entre les deux pays en ce moment, ce dont le monde aurait besoin, bien honnêtement. Ce que les États-Unis tendent à faire, c'est ils sont craintifs, donc ils veulent bloquer l'ascension ou l'émergence de la Chine. C'est particulièrement clair dans le cadre de la technologie 5G qui est développée par Huawei. Les États-Unis menacent leurs alliés qui voudraient s'approprier cette technologie, sachant très bien que c'est une technologie qui est plus développée que ce qu'eux-mêmes peuvent faire en ce moment. Donc, c'est une course qui peut être contre-productive ou une rivalité qui est contre-productive pour l'ensemble de l'humanité, sachant qu'il y a des problèmes globaux comme les changements climatiques et les crises sanitaires telles que celles qu'on vit en ce moment, qui méritent justement une collaboration plus étroite. Oui, c'est là qu'on voit que la politique et la géopolitique peut reprendre parfois ses droits. Absolument. Messieurs, Adrien Savol, Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci à vous.